du coup, tu diriges une association qui est aussi un sanctuaire de chats, c'est ça? Oui. Et comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié. C'est la BVA, donc Alliance pour bien vivre avec l'animal. D'accord. Donc c'est une association que j'ai fondée en 2010, donc, qui a pour vocation donc, de récupérer principalement des chats handicapés, à besoins spéciaux, donc des chats en fin de vie ou des chats avec des maladies chroniques. D'accord. Ce dont les refuges ont du mal à s'occuper, en fait, les refuges classiques. Donc on est un refuge moins classique dans le sens où il n'y a pas d'adoption. En fait, les animaux finissent leur vie au sanctuaire, tous en liberté sur un espace d'1,5 hectare qui est sécurisé. Et il n'y a que des chats, enfin principalement des chats, une trentaine de chats sur le site, mais il y a aussi des poules, une dizaine de poules, des cochons d'Inde, une dizaine aussi, deux chiens qui sont avec moi, et puis quelques animaux qui passent de la faune sauvage environnante. Et tout ceci est financé, l'association a une pension pour chat qui finance donc les frais inhérents aux animaux accueillis. Donc on fonctionne principalement pendant les périodes de vacances scolaires, mais ça génère depuis 12 ans donc suffisamment d'entrée d'argent pour pouvoir assurer les soins aux rescapés en fait, qui restent pour certains très longtemps, plusieurs années, quand on arrive à gérer la maladie chronique, comme les diabétiques, et pour certains très très peu de temps. Malheureusement, on fait un accompagnement de fin de vie pour des vieux chats ou pour des chats avec une maladie qui est à courte échéance. Mais dans tous les cas, notre objectif, c'est de les sortir des cages, des autres refuges, et de leur offrir une vie comme une vie de famille dans le sanctuaire. On évite tout ce qui est cage ici, sauf pour des moments précis de soins ou des isolements, mais on préfère qu'ils soient tous ensemble avec accès à la maison et comme une vie de famille. Et une question que je me posais, c'était dans les gros frais d'une manière générale, tu as les soins vétérinaires, la nourriture. Oui, bah en fait les frais les plus importants, c'est ça, c'est les frais vétérinaires. On est à peu près entre 10 000 et 15 000 euros par an de frais vétos régulièrement depuis l'ouverture. Après, il y a un équivalent effectivement en frais de nourriture, parce qu'on a beaucoup de nourriture spécialisée pour les insuffisants rénaux, les diabétiques, etc. C'est des nourritures qui coûtent cher. Comme ils n'ont pas tous les mêmes en plus. Non. Alors, et puis il y a un autre, des frais aussi, toute la nourriture, c'est tout ce qui est gamelle électronique en fait. Comme ils sont tous en liberté, il a fallu trouver des astuces pour que chacun ait son régime alimentaire. Donc je fais pucer les animaux même qui sont déjà tatoués, et en fait ils ont tous, enfin ceux qui ont besoin d'une alimentation spécifique ont accès à une gamelle avec l'alimentation spécifique qui répond à la puce électronique. Donc chaque animal a sa ration particulière. Donc ça c'est des frais, parce que c'est des gamelles qui coûtent très cher. Et puis il faut faire pucer chaque animal, même s'ils étaient déjà identifiés par tatouage. Donc les deux plus gros postes, enfin les trois plus gros, c'est les vétos, l'alimentation et l'électricité. Parce que on est obligé de pas mal chauffer, de climatiser aussi pour certains animaux, mais c'est surtout les frais de chauffage des différentes pièces et des différents endroits où ils dorment tous, parce que bien sûr ils dorment pas tous dans une seule pièce, les 30 en même temps, qu'on peut chauffer qu'avec un seul chauffage. Donc il y a des lampes chauffantes, il y a des tapis chauffants, on a un exemplaire à côté. Donc c'est effectivement les trois plus gros postes, c'est ça. Par rapport au truc, à la construction du refuge proprement dite, j'ai vu que tu as pas mal d'installations, pas mal de petites maisons et tout. Du coup, ça j'imagine que genre maintenant c'est payé, mais à une époque il a fallu les construire et tout. Oui. Et du coup, effectivement, ça se voit que c'est un coût. Genre, en plus, c'est très grand. Alors bon, j'ai tout fait moi-même, c'est-à-dire que j'ai fait faire la partie pension, les chalets individuels, je les ai fait faire sur mesure sur mes plans, les 20 chalets. Donc oui, ça a été un investissement lourd au début. Mais au début, on prenait moins de chats, on a surtout bossé en pension, et puis après, on a commencé à augmenter l'accueil des animaux avec des besoins spécifiques. Donc maintenant, on a certainement beaucoup plus que les premières années on avait. Mais en fait, moi, j'accueille qu'en fonction de mes capacités. C'est-à-dire que pendant les 2 années de Covid, on a eu très peu de pensionnaires, puisque les gens partaient pas en vacances. Donc moi, j'ai pas pu faire de nouvelles prises en charge. Oui. Parce qu'il fallait déjà que j'assume ce que j'avais, qui me coûtait déjà très cher et que je ne pouvais pas arrêter du jour au lendemain. Oui. Donc maintenant j'ai repris les prises en charge parce que je refonctionne. On a réussi à suffisamment bien gérer pour ne pas avoir de trous financiers. Mais il faut faire très attention, c'est une gestion très lourde d'entreprise.
Et financièrement, on ne peut pas se permettre de plus avoir d'argent. C'est sûr, on peut toujours demander des dons aux gens, ce qui arrive, les gens donnent en dons matériels, en dons financiers, mais il faut pouvoir s'autofinancer parce que les dépenses sont tellement énormes que pour pouvoir assumer tous les frais d'entretien vétérinaire, etc., il faut pouvoir avoir un financement. Oui. Et la pension, c'est des frais au départ, mais c'est ce qui nous permet de vivre depuis 12 ans de façon pérenne. Sauf les 2 années de Covid, ce qui a été une grosse surprise pour nous, parce que c'était jamais arrivé. Bon, pas que pour nous, hein. Mais c'est vrai que ça nous a fait un gros problème financier. Oui, et autant le Covid était imprévisible, autant n'importe quel refuge sait qu'il aura des frais vétos. Du coup, du coup, le Covid, personne n'a pu prévoir, clairement. Non. Donc nous, on a stoppé clairement les prises en charge. Et je me posais la question, donc effectivement, tu m'avais dit que tu avais une formation dans le soin des animaux. Moi, je suis assistante vétérinaire au départ, je suis formée, je travaillais pas mal d'années avec des vétérinaires en grand refuge, donc à la SPA nationale, je travaillais pour la Fondation Bardot, et puis pendant pas mal d'années, j'étais dans un dispensaire SPA à Marseille avec un vétérinaire aussi, on bossait ensemble sur des soins vétos pour les personnes qui n'ont pas trop les moyens d'aller chez les vétos classiques. Mais j'ai pas mal travaillé en refuge en tant qu'ASV dans les refuges. Ouais. Et j'étais responsable de refuge aussi. Et du coup, genre, j'y connais pas grand chose, c'est quelles études? Alors moi, c'était 2 ans de spécialisation post-bac. D'accord. C'était dans une école privée. Maintenant, on a aussi un alternance, je pense. C'est sur 2 ans aussi. D'accord. C'est un diplôme d'assistante vétérinaire. Maintenant, il y a des échelons, etc., en fonction d'ancienneté, de ce qu'on passe. Mais oui, c'est un métier qui existe depuis. Moi, qui était au début de son existence quand j'ai commencé. Et tu m'avais dit aussi que là, tu étais en train de demander des agréments pour plein d'animaux sauvages différents. Oui, alors là, en fait, j'ai un certificat de capacité obligatoire pour avoir des chats et des chiens en pension. Enfin, là, en l'occurrence, c'est des chats en pension. Ça, c'est un certificat de capacité animaux domestiques qui est facile à avoir. Mais par contre, effectivement, on a une partie qui s'appelle Résilience, un projet de l'association qui va être d'accueillir des animaux sauvages de la faune locale saisis au niveau des douanes, donc notamment des chardonnerets, des milans, des hérissons. Et là, on espère pouvoir en accueillir et les libérer au sein de leur milieu. Sans passer par la case éleveur pour eux, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'autre solution après la saisie de douane. Et donc là, oui, j'essaie de finaliser les dossiers de certificat de capacité, mais là, c'est par espèce. Donc comme il y a plusieurs espèces, ça a l'air d'être beaucoup de bureaucratie. Voilà, c'est un gros dossier. Mais on va vers ça, oui, on essaie d'essayer un petit peu d'avoir un accueil pour la faune sauvage que l'on pourra relâcher sur le site uniquement. Je me pose une question peut-être un peu bête, mais il y a un centre de la faune sauvage à côté ou tu serais le centre de la faune sauvage? Non, alors moi je ne serais pas un centre de sauvegarde, je serais un centre d'accueil post-saisie. D'accord, donc c'est un peu différent, enfin c'est très différent pour d'un point de vue législatif. Et le centre de sauvegarde de tous les animaux trouvés, c'est le centre de Bioux qui est à 1h30 d'ici. Bon, ça se fait, hein, il y a des rapatrieurs. Moi, quand on m'apporte un animal, je prends l'urgence. Ce serait tellement bien qu'il y en ait juste 3 fois plus. C'est ça. Oui, bah, bien sûr. Alors, le problème de ces centres, c'est qu'ils ne sont pas financés par l'État, alors que c'est de la faune sauvage dont on parle et que personne ne prend la responsabilité de ça. Donc à côté de chez moi, l'Hirondelle a vraiment ce problème où, genre, oui, je connais ce centre. Ils sont de plus en plus connus, du coup, les gens leur apportent de plus en plus d'animaux et les subventions baissent d'année en année. C'est ça le problème, c'est que plus on est connu, plus on accueille. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas de financement pour. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être aussi modifié au niveau de la législation parce que la faune sauvage, l'État en est responsable, le centre de sauvegarde devrait être subventionné par l'État. Ça devrait être un service public, clairement. Bien sûr. Du coup, effectivement, on allait parler de comment faire pour que, effectivement, tu avais des réflexions sur le sujet de l'adoption d'une manière générale, de comment bien placer les animaux. Tu étais surtout focus sur les chats et chiens, puisque c'est vrai que c'est un peu ceux-là qui remplissent le plus les refuges actuellement et qui sont le plus adoptés, puisque c'est les animaux de compagnie un peu de prédilection. Et du coup, voilà, on avait discuté de comment faire pour faire en sorte que les adoptions se passent bien. Oui, voilà, je passais pas mal d'années dans des refuges classiques, donc chiens et chats. Et effectivement, je trouvais que c'est une bonne idée de parler de comment optimiser en fait les adoptions au sein des refuges, les adoptions de chiens et de chats au sein des refuges, parce que en fait c'est pas une loterie où on vient choisir un animal, on repart avec, ça va pas, on le ramène, voilà. Ça serait c'est pas comme ça dans l'esprit, mais parfois ça arrive un peu et
ça serait bien d'essayer de voir par quel biais on pourrait optimiser en fait les adoptions des chats et des chiens qui se trouvent actuellement dans les structures en France, qui débordent pour différentes raisons. Et l'acte d'adoption, c'est toujours un truc super positif, mais c'est vraiment positif que s'il n'y a pas de retour et que l'animal a des conditions de vie qui lui correspondent et puis que les adoptants ont un animal aussi qui leur correspond au quotidien, dans leurs activités, dans leur vie de famille. Donc pour optimiser une adoption, il faut déjà accompagner les futurs propriétaires à différents niveaux. Il faut bien déterminer les attentes des propriétaires. Et puis il faut aussi, d'un autre côté, je pense, bien connaître l'animal qui va être adopté, l'espèce, mais aussi le caractère individuel de chaque animal pour voir après comment on peut faire une belle corrélation entre le futur adoptant et l'animal. Donc dans un premier temps, je pense que c'est super important pour améliorer les conditions d'adoption et éviter ainsi les retours en fait, c'est d'avoir une bonne connaissance de l'animal en tant qu'espèce. Après, il y aura en tant qu'individu, mais déjà en tant qu'espèce. C'est-à-dire un chien, il y a des caractéristiques et des besoins spécifiques. Un chat, il y a des caractéristiques et des besoins spécifiques qui ne sont pas forcément les mêmes. Et puis après, il y a les individus. Mais déjà, bien connaître le comportement et l'apprentissage d'un chiot, en fin de compte. C'est-à-dire que dans les refuges, ils arrivent souvent, je vais parler dans un premier temps des chiens, ils arrivent donc souvent, il n'y a pas les mamans. Des fois, ça arrive, mais c'est assez rare. Donc, il y a tout un problème de gestion d'un petit être qui n'est pas terminé dans son comportement et dans son développement. Et si on connaît bien les phases d'apprentissage et les périodes clés chez le chiot et chez le chaton aussi, on va éviter les grandes erreurs qui vont pouvoir poser problème dans le comportement plus tard. Que ce soit chez l'adoptant A ou chez l'adoptant B. Ça, c'est indépendant du futur adoptant. C'est déjà les problèmes intrinsèques au fait que l'animal, il est déjà petit et séparé de l'apprentissage de sa mère et de ses congénères. Donc, il faut, je pense, bien connaître le comportement et l'apprentissage du chiot. Pour ça, les animaliers qui travaillent au sein des refuges doivent être formés. Et cette formation, malheureusement, pour l'instant, elle est inexistante. C'est-à-dire qu'ils ont actuellement des certificats de capacité qui correspondent à une journée ou deux de formation sur plein d'espèces, sur plein d'aspects, et qui, à mon avis, sont bien insuffisantes concernant le quotidien qu'on doit avoir avec un chiot ou avec un chaton. Donc ça, c'est un aspect fondamental, c'est former les agents animaliers. Et les former à quoi? Alors, je vais faire quelques petites lignes d'idées qui seraient à développer, bien sûr, plus au sein des refuges, mais des choses simples. Par exemple, tenir compte que quand on va d'abord parler des chiots, quand ils arrivent donc sans leur maman, toute la période qu'on appelle néonatale, ou même prénatale, c'est-à-dire déjà ça commence dans le ventre de la maman, l'imprégnation de l'environnement et de comment on va se développer. Et puis ensuite, à partir du moment où le bébé naît, il va y avoir un lien qui va se créer avec sa maman. Les animaux sont nidicoles, les chiens, les chats aussi. Donc ça veut dire qu'il y a un apprentissage de la mère qui est fondamental pour le développement du petit. Le petit, il n'est pas et il part pas comme le bébé crocodile. Là, il doit rester avec la maman. Donc quand ils arrivent en refuge, ils sont séparés de la maman. Il faut déjà essayer de déterminer à quel âge il a et à quel âge il a été séparé de la maman. Pour comprendre déjà quels vont être les écueils du développement du bébé, puisqu'il ne va pas être dans son contexte normal de développement. Donc, chez le jeune, il y a donc la période où ils font que téter, où c'est 90% du temps, ils dorment et ils tètent et c'est tout. Donc là, c'est le lien avec la maman qui est important. Donc s'il n'est plus là, il faut qu'il y ait quelque chose qui le remplace. Quand je dis quelque chose, c'est quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être aussi des peluches pour le quelque chose, mais c'est quelqu'un qui doit être aussi attentif à ses besoins, c'est-à-dire observer bien les périodes de repos et puis observer les périodes de repas correctement. Après cette première phase, il y a une deuxième phase qui est
pour le bébé une ouverture sur le monde qui est la phase de socialisation. Mhm. Et cette phase, elle est aussi fondamentale que la première, Mm. qui est de respecter les besoins de dormir et d'être câliné par la maman. Il y a la socialisation, c'est une phase, enfin, il y aura plusieurs phases d'ailleurs dans cette socialisation qu'il ne faut pas louper, Ouais. parce que le chien, il ne va pas vivre isolé dans un monde Oui. tout seul. Il y a des règles. Sur les chiens. Et voilà, il y a des règles de chien, il y a des règles d'humain, il y a des règles de dangerosité, d'environnement, il y a plein de règles. Et ces règles-là, normalement, elles sont apprises avec la maman. Et à partir du moment où le chiot il est en refuge, eh ben, il n'a pas accès à ces informations-là. Et c'est la première phase de la socialisation chez tous les chiots, les canidés et surtout chez tous les chiots, qui dure entre 21 et 90 jours. C'est une phase super positive qu'on appelle la phase d'attraction, où le bébé il est néophile, il aime tout ce qui est nouveau. Mhm. Donc, il va aimer des trucs dangereux, il va aimer des trucs qui sont bien pour lui, etc. Et qui est-ce qui va l'aider à faire le tri, puisqu'il n'y a pas maman? C'est pas ses frères et sœurs, parce qu'ils sont dans le même état que lui. Oui. Ils n'ont pas le savoir. Donc, si personne ne s'occupe des besoins comportementaux de ces bébés à ce moment-là dans les refuges, il va y avoir des gros loupés de comportement plus tard. Oui. Donc cette phase néophile, tout le monde la trouve formidable dans les refuges, parce que dès qu'on rentre, ils sont super contents, ils vous sautent partout, ils veulent vous voir, qu'ils vous connaissent, qu'ils vous connaissent pas, ils remuent de la queue, ils sont contents. C'est bien, mais c'est pas suffisant, parce que il faut leur apprendre aussi ce qui est négatif, parce que trouver tout super dans la vie, c'est dès qu'il y a un trou, c'est tomber dedans, dès qu'il y a un danger, c'est y aller direct, parce qu'on trouve ça génial. Oui. Donc l'important, c'est aussi de leur montrer qu'il y a des choses dangereuses quand même si ils ont envie de tout connaître. Il faut leur montrer les choses qui ne vont pas, il faut leur apprendre à faire attention. Et souvent, comme ils sont toujours positifs, les gens ne se rendent pas compte qu'il faut aussi leur apprendre à l'être moins et à être prudent. Et ça, maman, elle le fait normalement. Et les frères et sœurs ne le font pas, ils sont tous dans le même état de développement. Donc c'est bien, c'est pour ça des fois de mélanger les âges, ou de faire intervenir des adultes, des chiens bien équilibrés adultes, et puis c'est aux agents animaliers aussi de sortir du contexte habituel les chiots, et de leur présenter des choses positives et des choses négatives. Par exemple, on joue avec des balles, c'est sympa, et puis tout d'un coup on joue avec des bouteilles et elles nous tombent dessus, c'est moins sympa, ça veut dire que la prochaine fois je ferai attention à la bouteille avant qu'elle... La bouteille vide par exemple, d'eau qui fait beaucoup de bruit, mais la prochaine fois je ferai attention, je ne jouerai pas de la même façon. Par contre avec cette balle là je peux jouer tout le temps. Donc, leur apprendre à se méfier et tout en restant positif pendant cette phase là. Mais le but c'est pas de les traumatiser, Il faut mais pas leur les faire traumatiser, comprendre mais que il faut tout faire n'est comme pas la que maman du jeu. ferait, voilà. Et puis il faut donner des limites. Par exemple, jouer c'est bien, mais à un moment donné, la maman elle va dire stop, il faut arrêter de jouer, là maintenant il faut aller manger, il faut se reposer. Et ben ça aussi il faut leur apprendre, parce qu'ils vont aller jusqu'à l'épuisement. Ou alors quand ils jouent, ils vont aller jusqu'à, ils se gèrent plus, et ils vont mordre, ils vont faire mal, parce qu'ils se sont trop excités, et que la maman normalement elle leur a dit non mais là il faut se stopper, on n'est plus dans une phase de jeu, là tu fais une phase d'agression, moi je ne veux pas ça, donc elle va le stopper. Tout ça c'est aux humains qui sont dans les refuges de prendre le relais. Donc s'ils n'ont pas été formés pour apprendre tout ça, ça va pas marcher. La deuxième phase de socialisation, qui est exactement l'inverse de la première, c'est-à-dire elle arrive après ces 90 jours, à la fin de ces 90 jours, c'est la phase d'aversion. C'est-à-dire que là, alors c'est genre l'ado quoi. Tout d'un coup, maintenant, ils ont peur de tout. Mais ils savent pas pourquoi, mais c'est en eux. C'est la montée des hormones, c'est les choses qui se transforment, leur corps change. C'est comme les humains. Et tout d'un coup, là, c'est l'aversion. Ah non, un étranger, je veux pas le voir. Une balle rouge, non, moi je joue qu'avec les balles jaunes. Donc, le problème, c'est que là, si la phase d'attraction a été ratée, et ben la phase d'aversion, elle va être chaude quoi. Pour faire machine arrière. Parce que la phase d'attraction, elle va donner au chiot une base, un équilibre. C'est-à-dire, j'aime plein de trucs, mais je sais qu'il y a des trucs qu'il vaut mieux pas trop que j'aille fréquenter. Donc, je suis équilibrée. Puis si j'ai un problème, en général, je retourne vers maman, vers un truc sûr. Ou l'animalier. Et c'est pour ça qu'en phase d'aversion, quand on a peur de tout, à ce moment-là, la maman devient un repère. Et quand le chiot, il veut pas aller vers l'étranger ou il a peur d'un truc, il va aller voir ce que sa mère en dit. Et en fonction de ce que sa mère fait ou exprime, le chiot va corriger son comportement. En refuge, la plupart du temps, il n'y a pas de maman. Donc, le chiot, il reste dans sa peur. Ou alors, il y a quelqu'un qui va lui apprendre, ou un autre chien, ou parce que l'animalier l'aura mis en présence, ou un animalier avec d'autres animaux et d'autres chiens, vont lui apprendre que non, tu peux te méfier de quelque chose d'inconnu, mais il faut quand même mesurer
Est-ce que c'est très dangereux? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça ne l'est pas? Et donc moi je vais te montrer en tant qu'animalier que là tu peux le faire même si tu ne connais pas. Ou que là c'est très dangereux et que tu retournes vers moi, vers quelque chose de rassurant. Et c'est le fait d'avoir reçu, enfin bien réussi ces deux phases qui va bien équilibrer le chiot pour l'animal adulte. C'est pour ça que tu me disais que quand tu faisais de l'éducation canine, tu amenais ton chien en exemple pour que ton chien il serve de guide un petit peu à ce chien qui ne sait pas faire. Les animaux entre eux, ils apprennent plus vite que quand c'est l'humain qui montre. On n'est pas des chiens. Alors, entre chiens, mais pire, enfin, plus surprenant, on va dire. Entre chat et chien et chat, et même avec d'autres espèces. D'accord. Alors, il y a des fois des phéromones sur les espèces différentes, mais qui ont des phéromones où ils sont capables d'avoir les informations. Ça joue, mais des fois c'est par imitation visuelle simplement. Les chiens fonctionnent beaucoup sur l'imitation visuelle et ils s'apprennent les choses plus vite. C'est pour ça que même pour toute la phase d'attraction et la phase d'aversion, c'est toujours bien de... Alors je sais que pour des raisons sanitaires, ça fait flipper de mettre des chiots avec des animaux adultes, etc. et pas vacciner ça bon. Certes, mais je pense qu'il faudrait trouver une zone sécuritaire de travail avec des chiens du personnel, par exemple, qui sont hyper bien vaccinés, on sait qu'il n'y a pas de problème, et vacciner les chiots le plus tôt possible pour pouvoir vite les mettre en contact. Certes, avec des animaliers équilibrés qui vont prendre le rôle de la maman, mais ce ne sont pas des chiens, mais surtout avec d'autres chiens équilibrés adultes. Parce que l'apprentissage se fait beaucoup plus rapidement, beaucoup plus en confiance, et beaucoup plus dans le bon geste, parce que c'est quand même plus adapté que ça soit un chien qui apprenne un truc à un autre chien qu'un humain, c'est quand même pas pareil. Mais ça va beaucoup plus vite. C'est vrai que même sur les adultes, l'imitation c'est énorme. Et même sur les très vieux chiens, l'imitation avec les autres chiens, quand il y a une amitié, ça va super vite. Ça va vraiment très très vite. Donc il faut absolument que les animaliers à la fois apprennent le comportement et compensent les besoins pour tout ce qui est accueil des bébés, les besoins des différentes étapes de leur vie de bébé, parce que c'est ça qui va conditionner leur vie d'adulte. Moi, je pense que pratiquement tous les chiens, pour des problèmes de comportement, pratiquement tous, c'est rattrapable, quoi qu'ils aient vécu dans leur jeunesse, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus simple quand on a bien fait le job, vu qu'ils sont en refuge. On les a pas récupérés adultes, vu qu'ils sont en refuge, c'est quand même beaucoup plus simple de faire un bon job. Et comme ça, quand ils auront l'âge d'être adoptés, on aura quand même des choses plus faciles dans la vie du chien et dans la vie des maîtres. Donc, il faut aussi apprendre à lire, entre guillemets, sur l'animal en face. Alors, sur les chiots, c'est assez facile parce qu'on voit vite dans quelle humeur il est. Mais il faut apprendre à lire sur un chien adulte. Ça, c'est fondamental pour les animaliers et c'est fondamental pour tous les maîtres aussi. C'est pour ça que les maîtres aussi devraient peut-être aussi avoir une formation. J'en reparlerai tout à l'heure. Mais les animaliers, c'est évident. Donc, par exemple, les trucs de base, et pourtant, quand je vais dans les refuges, je vois qu'encore, c'est pas toujours connu. Thierry Grugas, par exemple, ce qu'on appelle le tableau des signaux d'apaisement, qui a fait un joli petit tableau sur les postures et les mimiques du chien quand il est mal à l'aise, en situation mal à l'aise. Les signaux qu'il envoie à l'autre chien, sauf que là, c'est souvent l'humain, pour dire je suis mal à l'aise, il faut changer la situation. Parce que si on ne change pas la situation, on risque d'avoir un conflit symétrique. Et en fait, toute l'éducation, le mode de vie du chien est basé sur les échanges asymétriques. C'est-à-dire qu'un échange symétrique, c'est je suis en colère, t'es en colère, hop, on rentre en conflit, on s'engueule. Alors que les échanges asymétriques, c'est je suis en colère, toi en face, tu fais autre chose. Tu ignores la colère, tu se mets 10 fois plus en colère que moi, donc tu m'écrabouilles. Ou alors, tu vas me dire, il n'y a pas de raison d'être en colère, et je vais t'expliquer pourquoi, et on va apaiser la situation. Si on est dans une situation symétrique, c'est-à-dire les deux individus sont dans le même état, on obtient un conflit à chaque fois. Donc, la vie du chien est basée sur des situations asymétriques. C'est ce on pourrait aussi appeler le dominant, le dominé. Bon, c'est un petit peu réducteur de parler toujours de dominant, de dominé. On va plutôt dire que l'équilibre, il est tout le temps asymétrique dans un groupe de chiens. Quand on est dans une famille avec un chien et des humains, c'est un groupe de chiens quand même.
dans la tête du chien. Hein. Oui, oui. On fait partie du groupe comme si on était des chiens. Donc il faut que les relations restent asymétriques. Donc quand il y a quelque chose qui déplaît au chien, en général, il va toujours se mettre dans un premier temps dans une posture pour désamorcer la situation, pour revenir en situation asymétrique, et ne pas rester en conflit. Oui. Et donc ça, on l'a appris, il y a des signaux que nous, en tant qu'humains, surtout des signaux visuels, quelques signaux sonores, les signaux olfactifs, on va avoir plus de mal pour nous à les détecter. Eux, entre eux, ils y arrivent, parce que c'est des choses qu'ils font aussi entre eux, et qu'ils font aussi avec des chats, les chats qui captent que dalle. Mais nous, en tant qu'humains, on sait lire une petite fiche avec des images, on sait les apprendre, et après, on sait voir si sur notre chien, on obtient cette image ou cette image ou cette image. Donc par exemple, un chien qui est mal à l'aise parce que il y a une situation qui le stresse, parce que par exemple il y a un jeune enfant qui s'approche de son dodo, il est en train de dormir, il n'a pas l'habitude, et il y a un jeune enfant de 7 ans, ça serait la cata absolue, qui s'approche, et le chien va commencer à se lécher le nez, à tourner les yeux comme ça, à baisser les yeux, à baisser la tête, à tourner la tête comme ça. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des signaux d'apaisement. D'accord. Si il se met en situation asymétrique, c'est-à-dire, lui, il considère qu'il y a une situation qui est un petit peu agressive pour lui, qui le met mal à l'aise, lui, il va envoyer des signaux, non, je veux pas, je veux changer, je veux même partir. Et des fois, ils sont acculés, donc ils peuvent pas partir. Donc, il faut des signaux d'apaisement pour dire à l'autre, c'est asymétrique, je ne veux pas cette situation, faut qu'on la change, faut qu'on la change. Si on la change pas et qu'on laisse l'enfant approcher, alors qu'il a envoyé 50 signaux symétriques, c'est-à-dire d'apaisement, c'est-à-dire le léchage, détourner les yeux, détourner la tête, baisser la tête, lever une patte, montrer son ventre, et que le jeune, surtout de 7 ans, qui n'est plus un bébé, parce que chez les carnivores, quand c'est en dessous de 7 ans, c'est souvent considéré comme des bébés, donc il y a beaucoup de tolérance. J'ai régulièrement remarqué ça. Chez le chien, ouais, voilà. Par contre, au-dessus de 7 ans, c'est considéré comme un jeune adulte, et là, l'adulte, chien, il a le droit de remettre à sa place un ado. Mais par contre, un bébé, il a le droit de grimper sur le chien, etc. Et le chien va rien dire. Et c'est un classique dans les familles. On adopte un chiot, tout se passe bien pendant 4 ans. Le chien, le garçon, là où le petit bébé de la famille, il a 2 ans, 1 an, 3 ans. Tout se passe bien, puis tout d'un coup, 5 ans plus tard, le chien qui a toujours été élevé avec l'enfant, mord l'enfant ou lui grogne dessus. Ouais. Et les gens ramènent le chien en disant, je ne comprends pas, il est dangereux, j'en veux plus. Et en fait, c'est juste que l'enfant a grandi en même temps que le chien, mais le chien, lui, il a toujours été adulte, c'est pas le problème. L'enfant, lui, il change de statut. Donc, l'enfant qui s'approche du panier du chien alors que le chien est dans son panier en train de dormir, ça va être toléré tant qu'il est petit, il va y pas y avoir de problème. Puis un jour, vers 6-7 ans, l'enfant va s'approcher du panier, le chien va se réveiller, va commencer à envoyer des signaux d'apaisement, détourner le regard, se lécher la truffe, baisser la tête, tourner la tête, montrer son ventre. L'enfant va rien comprendre puisque d'habitude il s'approche, il touche le chien et tout va bien. Là, les signaux d'apaisement vont dire attention, je demande une relation asymétrique, attention, il faut changer la situation, elle ne va pas. L'enfant en face ne comprend pas parce qu'on lui a jamais appris ça. Et le chien, lui dit des choses, mais l'enfant ne comprend pas. Il va finir par continuer à acculer le chien malgré tous les signaux d'apaisement que le chien a envoyés. Et ça va finir en grognement, voire en morsure, d'avertissement. Et là, le chien va être abandonné. On comprend. Les propriétaires nous disent, ils ont toujours vécu ensemble, il est devenu fou, maintenant il grogne et il mord mon fils alors qu'il a été élevé avec. Oui, combien de signaux d'apaisement le chien a envoyé? Pourquoi est-ce que l'enfant n'a pas été éduqué et n'a pas eu des explications qu'il faut faire attention, qu'il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire? Ça, c'est des manques d'informations qui font que les chiens vont en refuge, alors que le chien n'a rien fait de mal dans sa vie de chien. Oui, parce que si pour un chien, un enfant de 7 ans, c'est un ado, pour nous, c'est un bébé. Du coup, c'est ça. Du coup, c'est littéralement notre travail de faire en sorte qu'il ait compris ces choses-là. Bien sûr, c'est très important que les parents qui ont à la fois des chiens et à la fois des enfants forment les enfants au langage du chien, parce que ça sera jamais le chien qui va dire à l'enfant avec des mots d'humain, tu dépasses les bornes maintenant. Mais c'est aux parents d'avoir appris aux enfants, regarde, quand le chien fait ça, ça veut dire tu m'embêtes, ça va pas, ça me met mal à l'aise. Mais ça, l'enfant, il est pas né avec ce langage de chien, donc il peut l'apprendre. Par contre, le chien, il pourra jamais apprendre un langage d'humain. Oui. Donc c'est aux parents de continuer l'apprentissage que les éducateurs ou que les animaliers ont donné
aux adoptants. Il faut le transmettre aussi aux enfants, parce que les morsures et les abandons, ils arrivent vraiment des fois, on se dit c'est injuste, parce que le chien, il a pourtant fait son job, il a fait des signaux d'apaisement, il a expliqué que ça n'allait pas, qu'il était en situation compliquée, et tout le monde a ignoré ce qu'il a dit, enfin ce qu'il a exprimé. Donc c'est important de bien gérer les bébés quand ils sont petits, pour qu'ils n'aient pas de problème de comportement plus tard. Et c'est important sur les adultes de bien comprendre comment fonctionne un chien pour pouvoir l'expliquer aux adoptants et que les adoptants puissent l'expliquer aussi à leurs enfants par répétition, parce que ça ne s'explique pas qu'une fois, ça. Hein. Mais pour les chiens, voilà, la première étape, c'est bien apprendre le langage du chien et de bien répondre aux besoins des chiots quand ils sont dans les refuges pour éviter plus tard des problèmes de comportement. Concernant le chat, alors, chez le chat, on a à peu près les mêmes phases, mais c'est encore plus rapide chez le chat en fait, donc les phases sont plus courtes. On a la période néonatale qui est c'est encore plus nidicole par contre, mais plus court. Donc l'attachement et le lien avec la maman est encore plus fort que chez le canidé, chez le chat. Donc c'est vrai que la période de socialisation arrive plus tôt aussi. Et elle arrive à 14 jours, là, entre 14 jours et 49 jours, alors qu'on était à 21, 90 jours, quoi. Mais on a une fenêtre de tir encore plus courte. Donc on peut vraiment avoir des gros ratés parce qu'on n'a pas de capacité à se rattraper dans le temps. Donc la socialisation pour avoir un chaton équilibré se fait dès 14 jours. Et chez les éleveurs, parce qu'on peut s'inspirer de ce qui se passe aussi chez les éleveurs, puisque eux, ils ont quand même le temps de bien appréhender le problème de l'apprentissage, etc. En général, ils ont les parents, mais des fois, il se peut que la mère décède ou que la mère rejette aussi le bébé. Donc, ils nous apprennend des choses, ils nous ont appris des choses. Et donc, en refuge, comme on n'a pas la maman, on peut faire comme les éleveurs qui pratiquent ce qu'on appelle le handling, hand de main, H-A-N-D, c'est-à-dire manipuler. Le plus possible le chaton, parce que la maman elle passe sa vie, elle est chez chaton, elle est tout le temps en lien physique avec ses bébés. C'est plus court, mais c'est plus intense. Donc du coup, c'est vrai que si on a tendance, 14 jours c'est super petit, hein, ils ouvrent les yeux à 7 jours, donc 7 jours après il faudrait déjà manipuler à fond les chatons. Et donc on s'en rend pas toujours compte parce qu'on se dit ils sont très petits et tout, mais c'est ce qui se passe avec la maman. Et donc les chatons en refuge, c'est ce qui se passe pas du tout. On les laisse entre eux, dans des cages, et on se dit, quand ils commenceront à jouer, tant mieux, ils seront entre eux, et là, ils pourront jouer, ils vont se développer. Sauf que c'est la phase d'avant qui est importante. Et donc, il faut manipuler les... Alors, bien sûr, il y a toujours le problème sanitaire, hein, en refuge, je mets pas de côté. Là, vraiment, je me base sur le comportement, je fais pas un exposé sur toutes les règles sanitaires, mais il faut manipuler les chatons dans les règles sanitaires. Mais il faut les manipuler, parce qu'ils en ont besoin, et parce que par la suite, ça va conditionner leur façon d'appréhender le toucher et la relation après. On voit bien qu'un chat, c'est tout le temps en train de demander des caresses. Ouais. C'est beaucoup plus friand de toucher que le chien, en fait. C'est comme ça. Pourtant, les chiens vivent en meute, les chats sont plutôt solitaires, mais ils ont, eux, en comportement une fois adultes, le choix de trouver des amis. On dit que c'est la seule espèce vraiment capable d'amitié, c'est-à-dire une amitié désintéressée, juste pour avoir des contacts amicaux, pas pour mieux chasser, pas pour mieux dormir, pas pour mieux se protéger, juste pour avoir une relation amicale et enrichissante et chaleureuse. Donc ça, c'est une particularité du chat. C'est vrai que le chat, il a un petit peu un statut bizarre au niveau du comportement, c'est un double statut. Le chat, c'est à la fois une proie et un prédateur. Et pendant longtemps, on a ignoré ce double statut. On se disait c'est un prédateur comme le chien et voilà et c'est tout. Non, c'est à la fois une proie et à la fois un prédateur. Les chats se font beaucoup courser par les chiens et donc ils ont beaucoup la notion de proie dans leur tête et de courir vite quand ça craint. Mais à la fois, ce sont des prédateurs puisqu'ils chassent. Ils chassent des petites proies fréquemment, mais ce sont des chasseurs. Donc il faut aussi appréhender le chat de par ces deux côtés-là. Et c'est pas toujours évident pour les gens. C'est à la fois un animal qui globalement être solitaire, mais qui est quand même capable d'amitié et de vie en groupe et de tolérance. Par exemple, le chien, il a un territoire. Le chien n'a pas de territoire, il a un domaine vital. Le chat a un territoire? Non, le chien a un territoire, c'est-à-dire qu'il y a un territoire délimité qui va garder. Si tu passes la limite du territoire, il t'aboie dessus. Ou un autre chien, ou un chat, ou un humain. Le chat, pas du tout. Il n'a pas un territoire, il a un domaine vital qui peut être très grand
et qui peut se croiser avec le domaine vital de d'autres chats. Et il peut y avoir une tolérance du domaine vital qui se croise, voire même des individus qui se croisent et qui se mettent en interaction dans le domaine vital respectif de l'un et de l'autre qui se croisent. Et donc ça, c'est un peu particulier. Et le chat, c'est pas parce qu'il y a un animal qui va rentrer sur son territoire qu'il va se mettre à grogner ou à l'attaquer. Il va plus ou moins le tolérer s'il a décidé que c'était un ami bienvenu, ou si vraiment c'est un individu qui déteste, et là il va le courser, en tant que chat ou en tant qu'humain, des fois même enfant, hein, on voit des enfants qui sont coursés par des chats, mais c'est parce que ça c'est le chat qui l'a décidé, c'est pas parce qu'il protège son territoire, c'est juste qu'il a un domaine vital qui, dans lequel, suivant où il est, ça va lui convenir ou pas d'avoir un individu autre sur son domaine vital. Puis le lendemain, ça sera peut-être différent. Et puis s'il est à l'autre bout de son domaine vital, il va pas se déplacer, même s'il a vu qu'il y avait un chat qui voulait pas dans son domaine vital, mais c'est à un moment donné, ce domaine vital-là, il n'est pas intéressant pour le chat. Donc il va pas aller en conflit, même si c'est sur son domaine vital, parce qu'il y en a un autre. Alors qu'un chien, il ira systématiquement sur son territoire défendre les limites précises de son territoire. Un chat, il marque sur son domaine vital, en position de périmètre aussi, mais aussi dans le domaine vital. Alors que le chien, il marque au périmètre de son territoire. Il va pas marquer dedans, il marque au périmètre. Le chat, il marque dedans. Il marque là où il dit c'est à moi. Puis tout d'un coup, il agrandit son domaine vital. Ah bah là, c'est à moi aujourd'hui. Puis il oublie. Et puis c'est demain qu'il va agrandir son domaine vital d'un autre côté. Donc c'est pas du tout les mêmes concepts, territoire et domaine vital. Oui. Et on peut pas appliquer l'un à l'autre. Chat et chien, ça fonctionne vraiment différemment. Ça, il faut savoir le respecter. En plus, le chat, c'est plutôt nocturne ou crépusculaire. Ça a une activité quand même plus importante la nuit que la journée. Et donc ça, c'est souvent des choses que les propriétaires n'ont pas toujours bien compris. Et donc c'est pour ça que c'est important pour les animaliers d'informer sur tout ça, les comportements chiens et chats au niveau de l'adoption. Donc, pour conclure, sur la maîtrise du comportement pour une meilleure adoption, c'est former. Il faut que les formations des animaliers soient obligatoires et spécifiques. C'est pas un certificat de capacité comme il existe actuellement. Il faut que tous les animaliers qui proposent des animaux à l'adoption aient une formation spécifique de comportement des deux espèces qu'ils vont avoir à gérer et à faire adopter pour transmettre les bonnes informations. Parce que sinon, les gens, ils naissent pas avec les bonnes informations et donc ils vont les avoir où ? On a toujours fait comme ça, ou les informations du père qui éduque son chien à coup de cravache. Non. Il faut que ça soit les gens qui transmettent l'animal à l'adoption, qui soient capables de les avoir bien appréhendés avant et ensuite de transmettre les bonnes informations. Donc pour ça, il faut donc une formation au sein des refuges obligatoires, et la même pour tous, nationale. Il faut aussi dégager du temps aux animaliers pour qu'ils soient en mesure de bien évaluer les comportements des animaux qu'ils reçoivent, parce que ça prend du temps, et de pouvoir évaluer, en fonction des animaux qu'ils reçoivent, avec une grille, si l'animal rentre dans des comportements classiques, ou s'il y a déjà des problèmes de comportement qui sont détectables. Parce que comment faire pour voir si un animal il a un problème de comportement si on ne connaît pas déjà sur le bout des doigts ce que c'est qu'un comportement normal de chien équilibré ou de chat équilibré. Donc, après avoir donc bien compris et appris ce que c'était que les comportements de chat et de chien, on va essayer maintenant, pour une adoption réussie, de faire corréler, donc c'est ma deuxième partie, ce que attend un adoptant et ce que l'animal peut apporter dans une famille d'adoptants, ou c'est un adoptant s'il est tout seul, donc de voir si ça peut correspondre. Donc pour ça, il faut des outils qui sont classiques et qui peuvent se retrouver dans tous les refuges. On commence par un questionnaire d'adoption. Je pense que maintenant, à peu près tous les refuges... Moi, quand j'ai commencé, on était les premiers à faire ce questionnaire d'adoption. Mais je pense que maintenant, on peut voir ça dans tous les refuges. Il y a un questionnaire où les gens répondent aux questions. Est-ce qu'ils sont en appartement ? Combien ils sont dans la famille ? Est-ce qu'il y a des jeunes enfants ? Est-ce que ils travaillent combien d'heures par jour ? Le temps d'absence, etc. Et puis, moi, je trouve que c'est bien, c'est d'essayer de pas faire que des questionnaires fermés, mais un peu ouverts, pour voir ce que les gens ils attendent de l'adoption et de l'animal qu'ils veulent adopter. Donc que ça c'est important que les laisser librement s'exprimer pour qu'on voit un peu les motivations et de si c'est vraiment le projet il est réel ou si c'est un fantasme en fait. C'est important à déceler. Donc il faut le questionnaire.
Et après, il faut beaucoup de dialogue entre l'animalier et la future famille adoptante. Ou alors, il peut y avoir aussi, ça c'est une idée que moi je développe au sein de l'association, c'est qu'il y ait un accompagnant extérieur, en plus de l'animalier, c'est-à-dire un éducateur canin, par exemple, comme moi, qui peut accompagner les gens. Et qui viendrait au sein de la famille? Au sein du refuge, ils donnent rendez-vous au sein du refuge. Ils auront discuté avant avec l'éducateur canin, mais qui viennent aider à choisir un animal dans le refuge en fonction de ce que va dire l'animalier, de ce que l'éducateur canin va voir du chien et de ce que la famille attend. Oui. C'est toujours bien d'avoir un regard extérieur, parce que des fois, comme pour l'instant, on n'a pas des animaliers forcément formés, les éducateurs canins ont quand même plus d'expérience sur les comportements, ils décèlent très vite. On lit très vite sur un chien ou même sur un chat s'il y a une pathologie de comportement, ce qu'il va y avoir à rectifier et comment va se comporter le chien, on le voit très vite. Donc des fois c'est bien qu'il y ait aussi un intervenant extérieur, et ça peut être un éducateur canin qui vient accompagner une famille dans un refuge. Ça c'est important, il faut beaucoup de dialogue, et puis ensuite quand on va présenter des animaux aux adoptants, il faut pouvoir les présenter dans des conditions réel. C'est-à-dire que sortir un chien de la box et dire à la famille, bon, bah le voilà, vous le trouvez comment? Hop, et le rentrer, ça ne va pas aller. Le chien va être comme une furie, il y a 80 chiens autour qui vont aboyer, ça va être ingérable. Donc, on essaye de faire autrement. Donc, on prend l'animal, on va le mettre dans un autre contexte, si possible dans un parc, en liberté, en laisse, en balade à l'extérieur en laisse, et puis surtout adapter des pièces, des vraies pièces qui ressemblent à des pièces de vie, avec un canapé, une table, un frigo, et essayer de voir comment ça se passe entre la famille qui est assise sur le canapé, voir si le chien il monte sur le canapé, ou alors si il se met bien au pied, couché tranquille. Essayer de voir comment le chien, dans un contexte de pièce de famille, va se comporter. Et ça, c'est pas donné forcément à tous les refuges, mais ça serait bien que tous les refuges puissent avoir une pièce où il peut y avoir le chien en liberté qui évolue avec la future famille ou le futur adoptant, pour voir si le chien se jette sur le frigo pour aller l'ouvrir et chercher un truc dedans, voir si il se couche sur la tête du propriétaire qui est sur le canapé et qu'il a aucun respect pour le monsieur qui est sur le canapé, enfin, ou s'il il se met sur le canapé à côté du monsieur et qu'il se met tout de suite à grogner. On va tout de suite déceler les petits soucis ou les choses qui vont bien se passer, et en fonction de la famille, on va voir si ça va ou pas. On peut pas voir ça en 2 secondes à la sortie d'un box. Et pour ça, il faut peut-être faire aussi plusieurs visites et avec toute la famille. Donc ça prend du temps, ça. Oui. Ça prend du temps aux animaliers et ça prend du temps aux futurs adoptants. Alors maintenant, je sais qu'il va y avoir, en plus du questionnaire qu'on peut avoir dans chaque refuge et des papiers qu'on donnait jusqu'à maintenant pour aider les gens à mieux appréhender l'adoption et les comportements du chien, il y a aussi maintenant un contrat moral qui devrait être signé 2 jours avant. Mais je pense pas que ça vraiment... Contrat moral, Ben là, la nouvelle loi... Rien fait signer de ce genre. La nouvelle loi, elle est passée en novembre, elle est active à partir de cette année dans les refuges. 2 jours avant la date d'adoption et l'adoption réelle, il va falloir signer un contrat qui dit que je vais respecter les besoins du chien, que je vais pas faire ci, pas faire ça, je vais pas le battre, je vais pas... Bon, voilà. C'est pas des gros engagements non plus. C'est un engagement moral, mais sans formation. C'est un engagement réel, mais qui est pas exagéré non plus, quoi. Je pense pas que ça soit tellement pratique, en fait. Moi, ce que je veux, pour pas qu'il y ait de retour, c'est qu'il y ait un chien clé en main avec une famille clé en main. C'est-à-dire que tout le monde se comprenne. Et donc ça se fait pas juste en signant un truc. Donc bien sûr qu'il faut venir plusieurs fois. Déjà, au début, on est bien obligé de faire un choix. Donc ça peut être un coup de cœur, ça peut être, suivant ce que va vous présenter comme possibilité l'animalier, on a le droit d'avoir des préférences, d'avoir un chien de 40 kilos, d'avoir un chien de 3 kilos. Oui. C'est normal, c'est légitime. Mais après, dans ces choix-là, il y aura autant de possibilités, il faudra revenir, etc. Il faudra avoir des interactions avec chaque chien. Et ça prend du temps. Et une fois qu'on aura choisi le chien, il faudra aussi peut-être revenir une fois ou deux pour que le lien commence à se créer avant qu'il soit sorti du refuge. Donc tout ça sont des choses qui prennent du temps. Et puis alors pour les chiots, il y a un truc sur lequel je voudrais insister, et là il y aura un petit visuel aussi qui correspond à ça. C'est ce qu'on appelle les tests de Campbell. Parce que on va dire oui, les chiens adultes, ils ont à passer, donc faire le test de est-ce qu'il va se coucher sur le canapé ou au pied, est-ce qu'il va se barrer dès qu'il est libre, ou est-ce qu'il marche en laisse, ça d'accord, c'est les adultes. Mais les chiots, on va dire oh bah tous les bébés c'est mignon. Non, enfin oui, tous les bébés c'est mignon, mais on peut déjà déceler chez les chiots jeunes des différences d'individualité. Oui.
et de comportement, comme on en a tous chez tous les humains et chez tous les mammifères. Et ça, c'est déjà important. Ça peut déjà aider une famille à ne pas avoir un chien qui va les mettre en galère. Et donc, on fait assez jeunes, et même les éleveurs de manipulation, enfin les éleveurs sérieux les animaliers devraient faire avec leur petite portée. Donc, c'est parce qu'il y a toujours les chiots, ils n'arrivent toujours pas à porter sans la mère. Donc, les tests de Campbell, en fait, ils sont assez simples à réaliser. Alors, je vais vous donner juste l'intitulé des tests qui vont déjà vous aider. C'est par exemple le test d'attraction. On voit très vite, c'est quand on arrive dans la pièce, le chiot vous connaît pas, si le chien vient vers vous ou pas. Alors, bien sûr, ça dépendra de l'âge, dont j'expliquais tout à l'heure. Ça dépendra de la phase, mais tous les chiots du même âge sont à la même phase. Donc, à partir du moment où on a tous les mêmes chiots du même âge, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le test d'attraction fonctionne sur quel chiot? Sur tous les chiots de cette portée, sur un seul, sur deux. Bon, après on met on coche une case, et puis à la fin de toutes les cases cochées, on aura un score qui correspond à un profil de comportement. C'est un profilage en fait de bébé. On fait le test de domination, de savoir si le chien il tolère que on mette la main sur le chiot, pardon, on tolère il tolère la main sur la tête, la main sur les épaules ou sur le dos. Déjà, bébé, à 1 mois, on voit déjà, 2 mois, on voit déjà. La position soulevée, c'est le 3e test, c'est-à-dire, on prend le chiot en poids, on voit comment il réagit, il grogne pas, il se débat pas, il est content, il est pas content. Donc, ça fait un résultat, on coche là le résultat. Et après, le dernier test, dans les tests de Campbell, ça s'arrête là, on fait l'aptitude à suivre, on voit si, quand on part, plutôt que les chiots, ils restent tout seuls entre eux, est-ce qu'ils suivent l'humain? Ou pas du tout. Alors, lequel va faire ça va faire un score, et à la fin, on a un résultat qui correspond à un profil. Bon, le chiot qui fait ni attraction, qui supporte pas qu'on le touche, qui supporte pas qu'on le soulève, et puis qui va surtout se barrer dans l'autre sens quand on part et ne pas suivre, on peut présager que ça va être compliqué pour la nouvelle famille. Surtout si c'est une famille qui n'a jamais eu de chien, elle va galérer. C'est une évidence. Donc, cette famille-là, ou faut la faire super accompagnée, ou vaut mieux lui proposer un autre chiot qui va être avec un score de Campbell différent et qui va plutôt être facile, même si on n'est pas des pros d'éducation canine. Ça existe, c'est comme ça. On a tous des individus différents et il faut respecter, et après il faut adapter l'adoption en fonction du caractère de l'individu. C'est normal. Donc ça, c'est le test de Campbell. Je comprends pas que tous les refuges le fassent pas. On peut l'améliorer en faisant d'autres tests en plus du test de Campbell qui sont aussi intéressant. Par exemple, mettre le chiot dans un environnement qu'il connaît pas, voir sa réaction. On peut le mettre en présence de chiens adultes. Alors des chiens adultes plutôt, on va dire, comme à l'ancienne, dominés, ou des chiens adultes plutôt dominants, voir comment il réagit, le chiot, en fonction de ça. On peut faire plein de tests comme ça, qu'on pourrait se mettre dans un refuge avec une liste, dans chaque refuge avec une liste. Et puis, à ce moment-là, quand on se présente des adoptants, on dirait pas, lequel vous préférez. Non. On dirait, voilà, vous avez l'habitude des chiens, vous savez un peu comment ça se passe, la hiérarchie, le positionnement, tout ça. Bon, ça... On est carrément à ce stade de lequel il vous semble le plus mignon. Voilà, lequel vous voulez. Alors, il y a les gens qui vont dire facilement, « Oh, j'ai pris celui qui était au fond, qui tremblait et qui venait pas vers moi parce que j'ai eu pitié de lui. » Souvent, c'est ça. Et c'est les gens qui ont la grosse galère arrivés à 3 ans. Sur un chien de 40 kilos mâle qui a fait ça déjà quand il avait 2 mois, si on a des gens inexpérimentés dans la gestion d'un chien, ça va pas aller après. Oui, c'est ça, les chiens plus difficiles doivent être donnés aux gens qui savent ce qu'ils font. Et voilà. Ou alors, faut avoir les moyens de les accompagner. Effectivement. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir dans quel contexte on est pour faire une adoption qui matche bien entre l'animal adopté et la famille adoptante. Donc, pareil pour les chats. Bon, les chats, souvent, le questionnaire, il est souvent suffisant parce que on peut demander un plan de la maison, etc. Les heures d'absence, les stimuli, etc. Parce que s'il est enfermé tout le temps dans l'appartement, bon, on sait que les chats, quand même, parfois, ça leur pèse un peu sur le ciboulot, donc ils font des cystites, surtout les mâles. Bon, il peut y avoir des problèmes. Tout ça, maintenant, on a vraiment du recul. Donc, on sait qu'il faut proposer aux gens beaucoup d'enrichissement. On sait qu'au niveau comportement, il y a plein de choses à faire pour que les chats
soit quand même épanoui dans un environnement enrichi, même si c'est un appartement de 30 mètres carrés, c'est possible. D'ailleurs, un appartement, moi, par exemple, ce que je préfère au niveau des adoptions, c'est quand ce sont des chatons, les faire adopter à 2. Parce qu'au moins, ils ont une vie. Oui. Quand la personne est absente 8 heures ou 9 heures par jour, ils ont une vie, des interactions, ils ont quand même un meilleur développement quand ils sont 2 dans un appart. Que ce soit 2 dans un appart de 40 mètres carrés ou 1, c'est pas un problème d'espace. En plus, le chat, lui, il vit en 3D. Donc, il faut lui aménager des espaces en hauteur, des cachettes, des choses. Alors que le chien, il vit plutôt en 2D. Chez le chat, on peut enrichir un petit appartement et lui faire un monde un peu plus attractif et enrichi assez facilement. Donc, qu'il soit 2 ou 1, bon, c'est pas un vrai problème de place. Par contre, c'est un vrai plus au niveau du comportement et de l'enrichissement. Ouais, j'avais vu passer des trucs comme ça avec des jardins, par exemple, qui étaient certes très grands, mais aussi avec rien du tout. Et finalement, un terrain de football, c'est pas intéressant pour le chat. Non, mais même pour les chiens et pour les chats, c'est pas ça qui. Ce qu'il faut, c'est de l'enrichissement. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a bien compris dans les refuges, dans les zoos maintenant. Parce que bon, là, c'est de la captivité pure. On a bien compris que ça rendait fou. Donc, on a compris qu'il fallait enrichir les enclos avec des activités, avec des agrès, avec des choses. Ça y est, ce côté prison, il est sorti. Pour intégrer un peu tout ce qui est chatterie, chenil, parce que c'est aussi la prison. Et donc, il faut aussi enrichir. Et après, on peut l'extrapoler sur quelqu'un qui a un animal enfermé dans un appartement, c'est une prison. Il n'a pas d'interaction avec ses congénères, pour le chat, il sortira jamais, etc. Donc, il faut faire comme si c'était un zoo, il faut enrichir son comportement, son environnement, pour que son comportement soit enrichi et qu'il n'y ait pas trop de névrose, quoi. Après, attention, dans les adoptions aussi, il n'y a pas que ce qu'on voit sur l'animal au moment où on va l'adopter avec tous les tests qu'on peut faire que je viens d'évoquer. Il faut quand même tenir compte de la génétique, même si j'ai certains vétos qui s'opposent à cette théorie. Les races sont quand même issues de sélection récentes, donc il y a des expressions qui ont été sélectionnées pour s'exprimer de façon maximale sur certaines races. Donc des chiens de chasse, ça ne veut pas dire qu'un chien de chasse va bouffer forcément le chat de la famille, ça ne veut pas dire que un dalmatien qui est un chien du groupe 9 qui est censé être un animal de compagnie va pas bouffer un chat. Ça veut juste dire que normalement il y a des grandes lignes sur les races et que puisqu'on les a sélectionnés pour ça, il va falloir quand même en tenir compte un peu. Il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Se comporte de manière normale, en fait. Voilà, pour lui, c'est normal de chasser. Donc, si on a des lapins, des cochons d'Inde et des poules à la maison, c'est peut-être pas un chien de chasse qu'il faut prendre tout de suite en première idée. Alors, évidemment, si on a un chiot, on va peut-être effectivement pouvoir modifier ça. Ça s'appelle l'épigénétique. C'est-à-dire, on va pouvoir modifier l'expression d'un gène qu'on a bien sélectionné pendant des années. On va modifier l'expression du gène par l'environnement. C'est-à-dire que si on fait très attention, on peut avoir un chien ultra de chasse de façon sélectionnée génétiquement, mais on va avoir un chien adorable à la maison avec ses poules, son âne et son chat. Mais ça va demander un peu de job, parce que l'épigénétique, la définition, c'est la modification par l'environnement. Si l'environnement modifie rien, c'est-à-dire l'environnement, c'est le maître aussi. S'il modifie rien, la génétique va s'exprimer de façon primaire. Donc, il faut quand même tenir compte de ça. Il ne faut pas trop non plus... faut pas tenir compte que de ça, mais il faut aussi en tenir compte. En plus de tout ce qu'on va observer sur l'individu qui nous est présenté. Et puis, bien savoir que c'est vrai, parce que les chiens d'assistance pour les personnes handicapées, on prend que certaines espèces, pas que certaines races. Oui, alors c'est pas qu'une question de comportement. C'est aussi une question de praticité, donc d'endurance, est-ce qu'ils font peur par exemple, on prend jamais de berger allemand noir en chien d'assistance, ça fait flipper tout le monde autour. Donc quand on rentre dans un bus avec un berger allemand noir, ça passe pas. Alors qu'avec un labrador sable, qui a les oreilles tombantes, le museau carré et qui est sable, ça passe mieux qu'un labrador noir. Il y a pas que la génétique là, parce que tous les chiens sont capables d'apprendre, même les chihuahuas, ils ont une mémoire énorme et tout. Donc le chien d'assistance, il est assistant, mais il faut qu'il passe dans la société. Ouais. Donc, faut pas croire qu'il y a que certains chiens qui sont capables, parce que un berger allemand ou un malinois serait un très bon chien d'assistance. C'est naïf, mais j'avais jamais pensé à la réception. Elle regarde, faut qu'il vive en société, le chien d'assistance, avec son maître. Donc, un berger allemand et un malinois en société, ça passe pas. Par contre, en chien d'attaque, en chien de guerre, en chien pour faire peur aux gens, en sécurité, voilà, ça va, personne s'approche. Le chien d'assistance, faut que les gens s'approchent. Donc, même s'il a les mêmes capacités, voire meilleures, ça n'ira pas en chien d'assistance, un malinois. Voilà pourquoi
on sélectionne. Par exemple, un berger allemand en chien d'attaque ou en sauvetage ou en chien de guerre, c'est beaucoup plus performant qu'un malinois. Mais c'est trop lourd. Le soldat, il peut pas le porter sur son dos ou comme ça parce que c'est 40 kilos, alors qu'un malinois, c'est 25-30 kilos. Quand on va être élitreillé, puis il va galérer. Physiquement, il peut pas marcher longtemps, le berger allemand. Alors que le malinois va marcher plus longtemps. Donc, même s'il est plus performant, par exemple en recherche avec le nez pour faire de la recherche de cadavres, on va quand même préférer le malinois parce qu'il est moins fragile, il est plus rapide, il est plus léger à transporter, et donc c'est plus facile d'aller dans les trucs escarpés et tout. Donc c'est pas que les performances de l'animal. Dans le choix de l'adoption, en plus de tenir compte de l'individu qu'on va tester, de la race, malgré tout, et de la génétique, il faut tenir compte aussi de l'âge de l'animal pour savoir s'il est adapté au mode de vie de la personne. Parce que si on a une personne hyperactive, qui fait du sport avec son chien, qui travaille avec son chien à l'extérieur tous les jours, on va pas lui placer un berger allemand de 12 ans, parce qu'il va pas pouvoir suivre le chien. Inversement, si on a une personne très sédentaire qui vit dans un petit appartement, ou une personne qui est assez âgée, on va peut-être plutôt lui placer un chien qui a un certain âge, qui cherche le calme, qui cherche être à côté de son maître toute la journée, faire ses petits besoins dehors et faire marcher un peu le maître, mais pas plus, quoi. Donc ça, c'est aussi important. Donc l'âge de l'animal, c'est le rythme, en fait, aussi. Bon, donc encore une fois, là, je ne vais pas parler aussi des problèmes de santé, des problèmes sanitaires. Est-ce que les gens ont les moyens après de gérer un animal âgé, etc. Il faut savoir que de toute façon, un chiot, un jour, il sera âgé. Donc ça va coûter cher. Donc dans tous les cas, il faut quand même aussi s'assurer que la famille adoptante, célibataire ou avec plein de gens dans la famille, est capable d'assumer financièrement les soins quotidiens et accidentels et de maladie dans la vie d'un chien de jusqu'à 12-15 ans, quoi. Ouais. Pour donc bien réussir une adoption et éviter les retours, il faut accompagner les adoptants dans leur début de vie avec leur nouvel animal. Ça me semble plus qu'évident. Surtout parce qu'il y a des primos-adoptants. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais eu de chien et de chat, et donc ils ont le droit d'être accompagnés et aidés pour s'améliorer et éviter les erreurs qui vont faire un retour. Parce que le réflexe naturel de quelqu'un qui n'arrive pas à faire quelque chose, c'est que c'est le quelque chose qui n'est pas faisable. C'est pas toi qui sais pas faire. Donc les gens vont directement ramener l'animal en disant le chien me convient pas, il détruit tout, il est malheureux chez moi, je pourrais pas le gérer. Bon. Ou le chat, il griffe le canapé, et voilà. Bon. Donc en fait tout ça, c'est des choses que déjà on en parle avant, bien sûr, mais donc il y a aussi effectivement pour les chiens et les chats depuis 2012 l'obligation de donner un livret d'explication sur le mode de vie d'un animal, sur les bases du comportement, etc. Mais apprenez-vous une langue étrangère chez vous tout seul avec un fascicule de 10 pages. Je suis pas sûre que vous soyez très performant lorsqu'il va falloir communiquer avec la personne qui parle cette langue étrangère pour la première fois de votre vie, alors qu'elle ne parle pas du tout la vôtre. Oui. Bon. Donc, le fascicule de 10 pages, il est bien pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel ou de petits ajustements. Pour le primo-accédant à l'adoption, ça va pas être suffisant, c'est évident. Donc, il faut accompagner humainement l'adoptant. Donc, ça, c'est encore, pour le moment, assez peu présent dans les refuges. On peut, en tant que refuge, dire prenez un éducateur canin, surtout si c'est un jeune ou si c'est un animal qui fait un certain poids, c'est-à-dire pour moi c'est plus de 25 kilos, pour que vous ayez un accompagnement sur 2-3 mois pour caler vos vies ensemble, qu'il n'y ait pas de problème d'agressivité et qu'il y ait, si c'est un chiot, un bon démarrage pour sa vie d'adulte avec vous. Pour le moment, c'est un peu ce qui se passe. Moi, je trouve que c'est pas normal que le refuge fasse pas lui-même son service après-vente. C'est lui qui connaît le chien, c'est lui qui l'a parfois élevé dans ses premiers moments de vie, ou c'est lui qui l'a accueilli dans ses moments d'errance parce qu'il était à la rue. C'est quand même normal qu'on finisse d'accompagner l'adoption. En fait, l'adoption, c'est pas juste il sort du refuge normalement. Pour le moment, ça se limite à ça. Donc, il faudrait bien sûr qu'il y ait ce qui est un peu fait actuellement, mais pas partout. Des cours collectifs gratuits, minimum une fois par semaine, post-adoption, pour que les gens ils puissent venir avec leurs chiens rencontrer d'autres adoptants. C'est important de parler aussi entre eux, voir un petit peu comment ça fonctionne chez les autres, voir un peu ce que l'éducateur canin va expliquer, va dire et va déceler chez les chiens et chez les gens avec leur comportement des uns et des autres. Et puis surtout déceler s'il y a vraiment un gros souci qu'il va falloir vite reprendre. Donc ça, c'est important. Ça se fait, mais ça se fait pas assez. Et moi, je pense, mon souhait pour améliorer l'adoption
et éviter les retours, c'est qu'il faut qu'il y ait des éducateurs canins qui soient issus du refuge, donc des animaliers, qui ont suivi le chien pendant l'accueil au sein de la structure, aillent chez les gens, faire un peu un bilan de ce qui se passe et de voir où est-ce que le panier il a été mis. Ah bah il est entre deux portes, il n'y a rien de pire pour en 15 jours rendre un chien stressé. Ah bah la nourriture vous la donnez quand? Après, avant le repas de la famille? Ah bah avant. Ah bah oui, bah non, c'est après. Des tas de petites choses qu'on ne peut pas forcément avoir en théorie, mais qui vont tout de suite se voir en quelques minutes dans la situation réelle de la vie de la famille. Oui. Et là, hop, il va y avoir des clés qui vont être données. Et à ce moment-là, ça va rectifier les petits problèmes. Le chien qui n'osait plus dormir parce que il est entre la porte des toilettes et la porte de la cuisine. Il y a 5 personnes dans la famille, il y en a toujours un aux toilettes ou qui va boire un verre d'eau. Le chien, il se repose jamais. Un chien qui se repose jamais en sommeil profond, il devient agressif en journée. Ou il devient anxieux. Il devient inapprochable. Ou alors, il veut plus rentrer dans la maison. Il veut dormir ailleurs. Il détruit. Bon, des fois, c'est juste un emplacement de gamelle ou un emplacement de couchage qui change tout. Pour les chats, l'emplacement de la gamelle, souvent, elle est source de polyphagie ou d'anorexie, suivant si l'emplacement est source d'anxiété ou pas. De l'accès à la nourriture. Par exemple, un chat qu'on prive de nourriture, qu'on rationne, il va forcément générer une polyphagie derrière, parce que le chat, c'est un grignoteur. Il va manger 10 fois par jour, une toute petite quantité. Mais s'il n'a pas accès 10 fois par jour, comme il ferait dans la nature, il se ferait une souris 10 fois par jour, il se fait pas un agneau une fois par jour, lui. Il peut pas chasser un agneau, mais il peut chasser 10 souris 10 fois par jour. Donc son mode de vie, c'est comme ça. Donc obliger un chat à manger que 2 fois par jour, c'est lui poser un problème de comportement déjà. Donc si on va chez les gens et qu'on s'aperçoit que le chat, il a que 2 rations par jour et que quand il a 2 rations, il bouffe tout, même si c'est beaucoup trop comme ration, mais parce que pendant les autres fois où il a envie de manger, il n'a pas accès, il va avoir un problème de polyphagie, d'anxiété, de prise de poids. Alors que si on laissait à disposition des croquettes toute la journée, il en mangerait moins, mais plus souvent. Donc ça, c'est des choses simples que l'on peut rectifier dans les problèmes de comportement qui sont parfois qui prennent parfois la forme d'agressivité, alors que personne ne frappe le chien ou le chat, que personne ne lui crie dessus, etc. C'est juste que le couchage, il est en plein milieu du passage et que le chien, il est épuisé, ou c'est juste qu'il a un mode alimentaire pour le chat qui n'est pas adapté à son mode de vie et qui le rend anxieux. Donc, c'est important, je pense, qu'après l'adoption, il y ait quelqu'un du refuge qui soit mandaté par le refuge et que ça soit accepté dans le contrat d'adoption, qu'il y ait un accompagnement ou à la demande, mais minimum une fois, une visite d'un animalier qui soit aussi éducateur, qu'il aille vérifier comment ça se passe dans la famille. Peut-être qu'il n'y aura pas de problème, il ne reviendra plus. Peut-être qu'en fait, il y a des problèmes que les gens n'ont pas encore décelés d'ailleurs des fois. Et puis dans 2 ans, ça va être une grosse catastrophe. Donc ça, c'est important et ça n'existe pas à l'heure actuelle. Et ça, il faut le faire. Alors, je comprends que pour faire ça, il faut de l'argent, il faut du temps, et c'est ce que les refuges n'ont pas actuellement. Hein. Ça, c'est évident. Il faut donc aussi contrôler systématiquement toutes les adoptions chatons et chiots pour voir si les stérilisations sont faites aussi. Parce que malheureusement, légalement, on n'a pas le droit de détenir des chèques de caution. On le fait régulièrement dans les refuges, mais normalement, on n'a pas le droit. C'est un moyen de mobilier et faire les stérilisations. Et normalement, on n'a pas le droit. Il faudrait quand même qu'il y ait, je pense, un suivi téléphonique. C'est à mon avis pas suffisant, mais que tous les chiens adoptés aient une visite de contrôle. Pas forcément parce qu'il y a des problèmes de comportement, mais une visite de contrôle qui pourrait déceler des problèmes de comportement et qui pourrait aussi vérifier si l'animal il a bien été stérilisé, si tout se passe bien. Et si on ne s'est pas trompé, que l'adoptant aussi n'a pas menti de bout en bout, parce que malheureusement, il y a des fous partout, ça existe. Il y a régulièrement dans l'actualité des cas de personnes qui font des collections d'animaux qui ont été adoptés dans des refuges différents, où il n'y a pas eu de communication. Et en fait, les gens maltraitent les animaux ou les tuent et en reprennent. Et en fait, il n'y a personne qui s'est rendu compte. C'est un voisin qui finit par dire « Attendez, elle a jamais le même chien, tous les 3 mois, ça change de chien, il y a peut-être un problème. » Et pourtant, les adoptions ont été faites dans des associations et il n'y a pas eu de contrôle. Donc, c'est des situations extrêmes. Même téléphonique. Ma mère a eu un seul contrôle dans toute la vie du chat qu'elle avait adopté. Et on lui a juste passé un coup de téléphone. Ce jour-là, elle n'était même pas chez elle. Elle a dit là, elle n'est pas avec moi, je ne suis pas chez moi. Et ils étaient là en mode OK.
Et ils n'ont jamais rappelé. Voilà, mais faut bien concevoir que tout ce que je dis là, c'est un projet. Enfin, il y a des choses qui existent déjà, mais c'est surtout des projets. Mais pour en arriver là, il va falloir changer beaucoup de choses parce qu'en fait, pour le moment, les animaliers, il y en a pas assez, du temps, il y en a pas assez, de l'argent, il y en a pas. Donc tout ça, ça peut pas changer comme ça en 5 minutes. Hein. Mais pour moi, c'est ce qu'il faudrait faire pour un projet d'adoption réussi. Et je sais qu'on en est loin. On en est très loin. Déjà, moi, je pense que la première phase, c'est déjà former au comportement. Ça coûte pas tellement d'argent et ça me semble la base. On ne devient pas infirmière sur le tas. On est d'abord formé, ensuite on est infirmière. On ne devient pas notaire sur le tas. Et malheureusement, c'est un métier de s'occuper des animaux et on n'est pas né avec le mode d'emploi et le diplôme. Donc c'est tout à fait logique qu'il y ait une formation. Et ça, je pense que ça pourrait être déjà mis en place assez rapidement. Pour le reste, après, je suis d'accord qu'il faut des financements, il faut des transferts de compétences, etc. Et je vais en parler après dans la dernière partie. Ça pourra se faire, mais ça reste, je sais bien, un projet. Donc voilà, pour une adoption, accomplie et sans retour, je pense que ces 3 points, donc connaître le comportement de l'animal qu'on va faire adopter. Deuxième point, bien faire corréler l'animal avec les futurs adoptants. Et 3e point, accompagner en post-adoption le début de la vie des binômes parce que c'est pas toujours une évidence, c'est jamais simple. En fait, c'est jamais simple. Parfois, ça se résout très bien tout seul, mais c'est jamais simple. Ouais. La dernière partie, c'est de proposer une discussion autour du projet que je propose pour le rendre réalisable, en fait, dans un délai. Pas hyper court, mais pas hyper long non plus. Donc, on a bien remarqué que ce que j'ai proposé, ça nécessite plus de personnel spécialisé. Je pense qu'il faut que chaque personnel qui travaille dans les refuges soit formé au comportement chat et chien, en plus de tout ce qui est biologie et entretien classique des animaux dans le refuge, mais qui soit formé au comportement. Et je pense que dans le refuge, il devrait y avoir un responsable bien-être. Et ça, c'est à la mode. Et c'est à la mode dans les élevages d'animaux de rente. C'est-à-dire que là, il y a une nouvelle loi qui est passée et je compare pas la détention des chiens et des chats dans les refuges et la détention des poules en batterie ou des cochons, mais si depuis cette année, les éleveurs de cochons et de poules ont l'obligation d'avoir un référent bien-être pour éviter les dérives, je pense qu'il serait quand même judicieux que déjà, dans tous les refuges de France, on ait un référent bien-être. Parce que faut quand même rappeler qu'un refuge, c'est un endroit hyper traumatisant pour les chiens et les chats quand même. Ouais. C'est mieux que d'être errant dans la rue, mais c'est quand même super choquant au niveau comportement, c'est dur. Ouais. Qu'ils arrivent bébés ou adultes, c'est quand même pas terrible. Donc c'est normal qu'il y ait un garant du comportement et du bien-être de ces animaux et un garant qui va aider les animaliers et qui aura un peu de recul à améliorer la relation, à faire plus attention à tel animal et à travailler tel aspect du problème, etc. Donc ça, il faut plus de personnel spécialisé et il faut, à mon avis, un responsable comportement et bien-être. Donc pour ça, il faut une formation, donc ça coûte. Il faut du personnel, ça coûte. Et il faut plus de temps. Plus de personnel aussi, ou plus de temps. C'est-à-dire que toutes ces activités de tests de Campbell, je le mets dans un enclos, où je vais faire une promenade en laisse, je le mets en confrontation avec des chats, en confrontation avec un chien, avec un enfant, avec un adulte, voir comment il se comporte. Ça prend du temps. Ouais. Et les agents animaliers des refuges, ils sont déjà hyper just en temps pour le nettoyage, pour un peu les soins, et puis pour les sorties, parce que maintenant on est obligé, et c'est tant mieux, que tous les chiens en box ils aient accès à une partie, un parc au minimum une fois par jour chacun. Donc tout ça, ça prend du temps en manip, etc. Et il n'y a jamais assez de personnel. Et le personnel, il fait tout. C'est-à-dire un agent animalier, il nettoie les box, ce qui est normal, on est tous obligés de nettoyer quand on a des animaux, mais il doit faire du comportement, autant dire que souvent il le fait pas, il doit faire les sorties pour aller vers les parcs de promenade, il doit recevoir les adoptants, il doit sortir la machine à laver, les couvertures, il doit faire les papiers d'un animal qui rentre, les papiers d'un animal qui sort,
il doit aller chez le véto pour un animal qui va pas bien, etc. Donc ça fait trop de tâches pour une seule personne. Même s'il y a plusieurs personnes, ça fait trop d'activités dans la journée. Il faut, je pense, qu'il y ait des gens qui soient spécialisés dans le comportement et des gens qui soient plus spécialisés vers l'adoption. Oui. Et pour ça, ces gens-là, ils doivent communiquer avec tous les animaliers pour savoir ce qui se passe au quotidien avec l'animalier aussi. Donc ça demande certainement plus d'argent, plus de personnel et plus de disponibilité du personnel. Alors ça tombe pas du ciel, parce qu'on sait déjà qu'ils n'en ont pas, donc il va falloir trouver des solutions à ça. Donc dans les refuges, si on regarde bien ce qui se passe, de quoi sont remplis les refuges? Pourquoi est-ce qu'il y a les refuges débordent et pourquoi on n'arrive pas à trouver une solution? Dans les refuges, on n'a pas de chiens, très peu de chiens de race. On a beaucoup de chiens dits bâtards, donc de chiens croisés. Donc les chiens qui sont dans les refuges ne sont pas des chiens issus d'élevage de chiens de race. Ça va être même pas 1% des chiens qui sont issus d'élevage. Donc le problème, il vient pas des éleveurs. Bon, après, là, je vais pas soulever le problème des éleveurs, des mauvais éleveurs, etc., qui font n'importe quoi avec leurs animaux. Mais globalement, moi, je regarde la situation des refuges en France, c'est pas des chiens de race. C'est pas le problème. C'est-à-dire qu'il y avait que les chiens de race dans les refuges, on n'en aurait pas beaucoup. Donc, pour les chiens. Pour les chats, on n'a pas de chat de race, encore moins. Et les chats qu'on a sont surtout alimentés par des chats qui sont issus de portées de chats libres. Le statut qui a été donné en 1999, en France, on a le droit d'avoir des chats libres. C'est-à-dire des chats normalement domestiques de compagnie, qui sont à la rue, immanipulables, qui vivent dehors et qui sont nourris ou qui font les poubelles. Donc ce qu'on appelle des animaux commensaux de l'humain. Donc ils sont ni autonomes, ni à la maison de compagnie manipulables, soignables. Il y a un statut inédit en France. Les chiens n'ont pas ce statut-là. On n'a pas de chiens libres en France qui se baladent en bas des cités, et, comme dans certains pays ça existe, hein, et qui font la loi dans la rue. Mais en France, c'est interdit. Oui. Bon, et c'est tant mieux. Donc tous les chiens doivent avoir un maître. C'est un animal de compagnie, le chien. Mais que je sache, le chat aussi, c'est un animal de compagnie. C'est pas un animal sauvage à la base. Il y a des chats arrêts, des chats sauvages, des chats forestiers, etc., qui n'ont pas besoin de l'homme, qui sont pas commensals de l'homme, qui vivent dans les forêts, qui sont pas en voie de, plus ou moins en voie de disparition, un peu comme les forêts, quoi. Mais enfin, ils se débrouillent, ils n'ont pas besoin de l'homme. Au contraire, c'est plutôt une plaie. Oui. Le chat qu'on a domestiqué il y a X millions d'années, c'est pour en faire un chat domestique de compagnie, au même titre que le chien. Donc en France, je ne vois pas pourquoi il aurait cette malchance de vivre dans la rue. Chat libre, oui, chat malheureux, surtout. Ils se reproduisent, ils ont une vie déplorable. Quand ils sont malades, on ne peut pas les attraper, sauf quand ils sont en fin de vie vraiment, et que là, c'est trop tard. Donc, ils souffrent pendant des semaines, voire des fois des mois. Ils ne sont jamais déparasités. Donc, ils ont tout un tas de problèmes au quotidien dans leur vie. Ils n'ont pas d'abri. Ils ont des abris de fortune qui sont régulièrement détruits. Pour manger, il faut pas rater la nourricière qui passe. Il faut lutter avec les hérissons qui font caca pipi systématiquement dans toutes les gamelles toutes les nuits l'été. Il faut lutter contre les renards qui sont aussi parfois dans les poubelles et dans les gamelles des chats. Contre les pies, avec les chatons qui piquent les yeux des chatons parce que c'est pareil, elles veulent bouffer la boîte à chat qui est donnée par la nourricière. Donc il faut aller nourrir la nuit. Mais la nuit, il y a les hérissons. Bon, bref. Il n'y a aucune nourricière, et j'en connais beaucoup, et j'ai fait beaucoup de villes en France, qui me disent que leurs chats libres sont heureux et épanouis. De toute façon, pour moi, le statut du chat libre, il n'a pas lieu d'exister. Le chat, c'est un animal de compagnie, il doit avoir un maître, il doit être choyé, protégé, alimenté, et il doit avoir des soins adaptés à un animal de compagnie au même titre que le chien. Je ne vois pas d'un bon œil qu'on ait des chiens libres laissés pour compte et à eux-mêmes dans des villes. Je ne vois pas pourquoi les chats devraient être traités comme ça. Donc c'est un faux bon statut, ça. Ouais. Surtout qu'il a démontré depuis 1999 que les chats ne sont pas heureux. Aucune nourricière ne trouve que ces chats vivent bien. Donc, je pense qu'il faut revenir sur ce statut de chat libre. Parce que non seulement eux-mêmes ne sont pas heureux, mais en plus, ils nous fournissent tous les ans, entre février et août, des portées de chatons innombrables, même dans les villes où on stérilise depuis des années, comme la ville, je parle de la ville d'Aix-en-Provence parce que je la connais bien, j'ai travaillé pour sa fourrière, ils capturent, ils font 800 stérilisations par an, et tous les ans,
depuis plus de 15 ans. Et pourtant, tous les ans, depuis plus de 15 ans, on a environ une centaine de chatons qui arrivent à la fourrière, par l'entrée fourrière, c'est-à-dire trouvés sur la voie publique, des chatons sauvageons issus de portées de chats libres. Oui. Et ce sont ces chatons-là qui alimentent les refuges, c'est pas les portées de chats particuliers. Parce qu'ils seraient pas sauvageons et ils arriveraient pas tous en février ou en mars. Oui. Parce que les chats particuliers qui seraient pas stérilisés, ils se reproduisent n'importe quand dans l'année. Il y a 3 chaleurs dans l'année, donc pourquoi ils arriveraient tous en février? Ils arrivent tous en février parce que c'est ceux qui vivent dehors et qui se reproduisent qu'à la période où les chatons vont naître quand il fait pas trop froid. Donc on voit bien que nos refuges sont remplis par des chatons de chats libres, même quand il y a une gestion de stérilisation sur la commune de chats libres. Notamment à Aix-en-Provence, je pourrais donner les chiffres sans problème. Donc on voit bien que ça ne marche pas. Donc il faut arrêter d'avoir des pauvres chats libres. Ça arrêterait les portées de chatons sauvageons qui arrivent dans les refuges. Et il faut aussi, ça c'est la loi la plus fondamentale, c'est faire une obligation de stérilisation de tous les animaux de compagnie des Français. Pour ça, il faut qu'il y ait un ministère de la condition animale en général, pas la condition animale, que des animaux domestiques ou des animaux sauvages ou des animaux de rente, non. Un ministère de la condition animale qui prenne en compte donc tous les animaux de compagnie, y compris les chiens, les chats, les furets, les lapins, tout ça, qui doivent être identifiés pour les chats et les chiens et les furets actuellement, donc ils sont fichés, donc on sait déjà très bien qui, pour la majorité, après il y a ceux qui ne font pas identifier mais ils sont hors la loi, tous ceux qui sont déjà identifiés, une obligation de stérilisation. Si les gens veulent faire un petit élevage familial, ce qui est une bonne idée plutôt qu'un gros élevage mal géré, c'est bien, mais dans ce cas-là, ils s'inscrivent comme éleveurs amateurs et ils ont le droit de faire reproduire leur animal dans les conditions qui seront décrites par la loi et dans un cadre et avec des impôts qui en découlent. Et si on est éleveur professionnel, on ne fait pas stériliser, on est éleveur professionnel et on a aussi des impôts et des conditions qui découlent de cette profession. Pour tous les autres, obligation de stérilisation des chiens et des chats et des nacs. Ça limiterait le chat qui se barre et qui va reproduire, parce que bon, on a aussi malheureusement l'expérience des chats. Je suis d'accord qu'il y a des chats qui partent et qui sont perdus, et malheureusement quand ils ne sont pas stérilisés, ça devient un démarrage de chat libre, mais si on a stérilisé, ça s'arrêtera au chat qui est perdu. Ça n'ira pas plus loin. Donc, je garantis, moi, avec mes calculs depuis des années, je suis les refuges et les chats libres, je garantis que dans les 10 ans qui suivraient cette proposition de loi, on aurait des refuges vides à 75%. 75%, c'est énorme. Et alors donc, des refuges vides, ça libère du temps, ça libère de l'argent et ça libère de la disponibilité pour les meilleures adoptions. Et donc, on aurait un transfert d'argent et un transfert de compétences de l'animalier qui fait que nettoyer les box vers l'animalier qui va pouvoir comprendre le comportement de ces animaux, le transférer aux futurs adoptants, et l'animalier qui va, au lieu de ramasser et nettoyer les box et s'occuper de la paperasserie, aller chez les adoptants, mandatés par l'État et par son refuge, pour aller vérifier que les conditions d'adoption sont respectées et qu'il n'y a pas de problème. Et s'il y a un problème, il y aura un accompagnement par cet animalier ou un autre animalier du refuge pour former, aider et accompagner les adoptants et les animaux qui ont été adoptés. Ça serait un transfert de compétences et un transfert financier. Au lieu de financer les animaux dans les refuges, on finance leur accompagnement dans leur nouvelle maison. Et donc, ce projet, à mon avis, il est vital, il est fondamental, et j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi, jusqu'à présent, toutes les associations qui ont des refuges se sont pas mobilisées de façon vraiment plus violente et se sont pas affirmées sur cette obligation de stérilisation. Et le deuxième écueil, c'est le problème des chats libres. C'est un écueil qui va être compliqué à résoudre parce que pour le moment, stériliser, oui, c'est fondamental, mais là, on prend le problème à la moitié, quoi. Il faut le prendre bien avant. Moi, je pense que le statut du chat libre, il doit plus exister. Tant qu'il existera
tant qu'il existera, on sera toujours dans l'urgence d'arrêter que ça prolifère et dans l'urgence de trouver des refuges qui prennent des portées de chatons, des familles d'accueil qui prennent des portées de chatons avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire qu'ils savent pas s'en occuper, ça meurt parce qu'il y a des diarrhées, parce qu'ils savent pas gérer la température des bébés, etc. Des chatons qui ont pas eu de maman, qui vont parce que la famille d'accueil c'est pas trop bien géré et qui vont être agressifs à l'âge de 2 ans, etc. Donc tout ça, c'est des problèmes qu'il faut résoudre dans l'urgence maintenant. Mais si on est visionnaire et qu'on voit dans l'avenir, pour avoir des meilleures adoptions et pour avoir des animaux domestiques de compagnie qui vivent dans des conditions normales d'animal de compagnie, il faut absolument obliger la stérilisation et de tous les animaux de compagnie. Et il faut arrêter pour les chats l'autorisation d'avoir des chats libres, quoi, comme on aurait des chiens sauvages dans les villes. Enfin, c'est pas cohérent avec ce qu'on attend d'un animal domestique et ce qu'on lui doit. Parce qu'un animal domestique, on lui doit des choses. Un animal sauvage, à la limite, on lui doit rien. Juste de pas le tuer. Mais il vit sa vie sans nous. Oui. Tandis que le chat libre, ce n'est qu'un chat de compagnie qui est dehors et qui vit de nos poubelles ou de la nourricière qui va venir une fois par jour. Faut pas la louper. Si elle change son horaire, c'est foutu. C'est les pies qui vont manger tout le repas. Donc c'est pas un vrai statut et c'est pas un statut souhaitable. Oui. Donc voilà, moi je pense qu'on pourrait avoir un meilleur combo adoption et adoptant, mais qu'il faut pas mal révolutionner quand même la condition de l'animal domestique de compagnie en France et on n'y est pas pour le moment.